Ça va? Oh que oui, ça y est, depuis hier, j'ai un cheval, je suis cavalier. Non, pas cavalier, ça fait trop commun. Et si on disait chevalier? Et en quel honneur? Ben parce qu'on est plus stylé quoi. Ouais. Merci, mais en tant que comte nommé par l'empereur, j'ai pas vraiment besoin de ça. Chevalier, ça fait un peu vulgaire, si tu veux mon avis. Tu verras, ça va prendre. Je le sens. Aujourd'hui, nous commençons une série sur un sujet qui, à première vue, est revu, ressassé de partout dans tous les magazines et autres émissions d'histoire. On va parler des chevaliers et de la chevalerie. Évidemment, sur une chaîne d'histoire de la guerre, ça a tout à fait sa place. Mais voilà le truc, la chevalerie produit énormément de débats entre les historiens et historiennes. Mais ça, on va avoir 8 épisodes pour en parler. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'émergence de la chevalerie, et on va en profiter pour parler d'une de ses batailles fondatrices, Hastings, en 1066. On va pas trop rentrer dans le détail de la bataille. La bibliographie à son sujet est immense, elle est traitée dans tous les sens. Nous, notre sujet est ailleurs. En effet, on va surtout discuter de tout ce qui vient avant Hastings, pour voir d'où cette cavalerie lourde qu'est la chevalerie peut provenir. Ce qui va tout de même nous faire remonter à 300 ans avant la bataille. Le but de cet épisode étant de cadrer le sujet sur toute la série. Donc sans tarder, penchons-nous sur Hastings. Cette bataille a opposé les troupes du duc de Normandie Guillaume, bientôt surnommé le Conquérant, aux troupes du roi d'Angleterre Harold Godwinson. Elle intervient dans le cadre d'une vaste dispute de succession pour le trône d'Angleterre. Un petit contexte s'impose. À la mort d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre sans prétendant, 3 prétendants réclament la couronne du royaume. Harold Godwinson, comte de Wessex, administre réellement le royaume depuis un moment déjà, et a les préférences des élites locales pour résister aux 2 autres. Guillaume, duc de Normandie, a connu personnellement Édouard, qui s'est réfugié en Normandie entre 1016 et 1042, et l'a désigné comme son successeur après sa mort. Édouard n'avait pas d'enfant, et il avait prévu le coup. Guillaume est renforcé dans cette revendication puisqu'il a sauvé Harold d'une capture par le comte de Ponthieu en 1064. Derrière, Guillaume roule bien des mécaniques devant Harold et obtient de ce dernier un serment. À la mort d'Édouard, Harold fera tout pour assurer la couronne à Guillaume. Enfin, dernier prétendant, le roi de Norvège, Harald Hardrada, allié au roi du Danemark, qui fait valoir un vieux traité et se prépare depuis un moment à envahir l'Angleterre. Et le lendemain de la mort d'Édouard en 1066, Harold se fait approuver par les Witan ou Witan, sorte de conseil de clercs et de nobles locaux, ce qui lui permet de se faire couronner. Direct, comme ça. Guillaume est rapidement mis au courant et il avait prévu le coup. Il doit maintenant lancer une vaste entreprise d'invasion de l'Angleterre. Ce qui est loin d'être évident, hein. Il faut rassembler les hommes, les moyens logistiques, les navires, ce qui est tout sauf simple. On jettera un œil sur les moyens que Guillaume fait converger après, puisque ça va un peu nous aider dans l'épisode. Il lui faut plusieurs mois pour se préparer, mais en septembre 1066, il est prêt. Ça tombe bien, le roi de Norvège aussi. Ainsi, Harold doit faire face à 2 invasions. Une par Harald au nord, qui débarque début septembre et prend York après la bataille de Fulford, gagnée par les Norvégiens contre les comtes locaux, et une par Guillaume qui, après avoir rassemblé son armée à Dives-sur-Mer, attend le bon moment pour traverser la Manche depuis Saint-Valery-sur-Somme, où il s'est installé le 11 septembre. Harold doit bien réagir, et comme une tempête frappe Guillaume à la mi-septembre, il se tourne vers la menace déjà là. En même pas une semaine, il parcourt avec son armée les près de 300 km qui séparent Londres de York. Là, il rencontre l'armée de Harald le 25 septembre 1066. C'est la bataille de Stamford Bridge, qui donne une victoire écrasante à Harold. Le résultat est sans appel. Non seulement l'armée norvégienne s'évapore totalement, mais en plus le roi Harald est tué pendant la bataille. Ainsi qu'un des frères d'Harold, qui s'était révolté contre ce dernier et avait rejoint les envahisseurs. Autrement dit, cette bataille règle d'un coup le sort d'un des concurrents,
et marque en même temps la fin de la dernière phase viking que nous avons déjà explorée. Pour l'Angleterre tout du moins. Il y aura encore quelques expéditions en Irlande, mais c'est tout. Mais pas le temps de souffler pour Harold, car 3 jours après la bataille, le 28 septembre, l'armée de Guillaume embarque puis débarque le lendemain matin dans le Sussex. Elle installe son camp fortifié sur le port d'Hastings. Bon, tout ça a lieu avec des temps de latence sur les informations que chaque camp a sur l'autre, mais globalement, Guillaume sait que Harold a gagné et Harold sait que Guillaume a débarqué. Ce dernier reste quelques jours à York et le 1er ou le 2 octobre, c'est reparti. Il laisse ses troupes au nord, excepté ses housecarls, sa troupe de garde du corps personnel en gros, et fonce vers le sud. En attendant, les Normands explorent la zone. Harold a tout de même demandé à 2 de ses frères de lever des hommes au sud pour se renforcer, en application du Fyrd, leur devoir de service. Il arrive en moins d'une semaine à Londres et continue la levée de troupes locales jusqu'au 11 octobre. Ainsi, excepté la garde personnelle de Harold, les housecarls, les troupes qui y vont à Hastings ne sont pas celles exténuées par l'aller-retour au nord. Par contre, c'est la levée quoi. Le Fyrd, qu'il a déjà mobilisé pendant l'été pour surveiller la côte, c'est pas le top du top. Qu'importe, Harold s'élance alors vers Hastings et s'installe à Calbeck Hill le 13 octobre, à une dizaine de kilomètres du camp d'Hastings. On n'est pas sûr de ce qu'Harold avait l'intention de faire, mais il semblerait qu'il ait voulu enfermer l'armée normande dans son camp à Hastings pour l'affamer. La logistique risquant de ne pas tenir longtemps vu l'importance des troupes. Cependant, il semblerait que des éclaireurs normands l'aient repéré dès le soir du 13. Guillaume décide donc de ne pas temporiser et fait préparer son armée dans la nuit. Ce qui fait qu'au matin, Harold est surpris et ne peut plus se replier sans prendre le risque d'abandonner ses troupes issues du Fyrd. Il se place donc sur la colline de Senlac et s'apprête à livrer bataille. Nous sommes le 14 octobre 1066 et la bataille commence à une dizaine de kilomètres d'Hastings. Sur la colline, Harold place environ 8000 hommes en rang très serré. Au centre, les housecarls, ses meilleures troupes. Sur les flancs, les troupes issues du Fyrd. Il n'a pas de cavalerie. En contrebas, ce sont entre 8 et 12 000 hommes que Guillaume déploie. Au centre, ce sont les troupes normandes, avec Guillaume à leur tête. Sur les ailes, on place les contingents venus d'ailleurs, notamment les Bretons à gauche et les Flamands et Picards à droite. Chaque corps est organisé en 3 lignes, archers, fantassins et cavalerie. Il faut compter un peu plus de 1000 archers et de 2000 cavaliers côté normand. Comme vous le voyez, Harold se roule un peu en boule sur cette colline qui n'est pas facile à prendre d'assaut. Ça vaut mieux vu ses troupes et ses options tactiques. Les archers ouvrent la danse, mais comme ils tirent sur une position surélevée contre des troupes réfugiées derrière leurs boucliers serrés, ils n'obtiennent que peu de résultats. Par manque de munitions ou sur ordre, ils se retirent laissant la voie à une attaque de l'infanterie qui commence par se rapprocher pour lancer des javelots, ce à quoi les troupes d'Harold répliquent. La colline jouant encore en leur défaveur, les troupes normandes ne se rapprochent que difficilement sans perturber la formation adverse. Guillaume décide donc d'envoyer la cavalerie. Dans les faits, tout cela a pu avoir lieu en plusieurs vagues ou plusieurs tentatives d'assaut. On n'a pas des détails incroyables et les sources peuvent se contredire. Mais globalement, les troupes serrées d'Harold tiennent le coup. La cavalerie échoue également, même avec l'aide de l'infanterie, à s'engouffrer dans la formation anglo-saxonne. L'aile gauche bretonne subit des contre-attaques et finit par se débander. Poursuivie par l'aile droite de Harold, elle finit même par paniquer et se mêler au centre normand pour éviter de s'engager dans le marais dans leur dos. 2 éléments peu clairs dans cette phase. Tout d'abord, il est étonnant de voir des troupes du Fyrd poursuivre. Peut-être qu'elles en ont reçu l'ordre, peut-être qu'elles se sont laissées emporter, on ne sait pas. Ensuite, le chaos créé par le mouvement breton semble avoir amené Guillaume à perdre son cheval. Cette chute aurait créé une rumeur sur sa mort et aurait entraîné un vent de panique dans le centre également. Pour autant, et tout cela ressemble quand même à une histoire assez enjolivée, Guillaume parvient à se montrer ostensiblement bien vivant pour mener une contre-attaque. Ainsi, aile gauche et centre se remobilisent autour de Guillaume et la cavalerie contre-attaque contre l'aile droite de Harold, désormais isolée et désorganisée. Cette dernière est massacrée. Le reste ne bouge pas tandis que les Normands se replient. C'est pas clair, vous aurez compris, globalement en fait l'histoire de cette bataille n'est pas claire, mais il y aurait eu une pause vers midi. Faut dire qu'attaquer une colline comme ça marque les corps. Et puis quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Mais la mésaventure de la matinée aurait donné une idée aux Normands.
À la reprise des combats, c'est de nouveau une attaque générale, mais cette fois, c'est l'aile droite qui semble s'enfuir, attirant une partie de son vis-à-vis. Une fois assez loin, l'aile se retourne et reproduit ce qu'il s'est passé du côté breton. Cette tactique est reproduite une fois au centre avec le même résultat. Bon, vous comprenez le principe, mais cette histoire de fuite feintée, elle est pas claire du tout. C'est possible, mais c'est vraiment pas facile à exécuter. Et il est étonnant de voir le camp d'Harold tomber plusieurs fois dans le panneau. De plus, ça n'est pas très cohérent de penser que la mésaventure bretonne aurait donné une idée de tactique générale aux Normands pendant la bataille. Une fuite feintée, ça s'improvise pas. Donc 2 possibilités. Soit les Bretons ont également fait une fuite feintée et ça faisait partie d'un plan général en cas de bonne résistance des Anglo-Saxons, soit ce sont les Normands qui ont réécrit par la suite la bataille pour effacer des fuites bien réelles qui se sont par la suite révélées avantageuses. On peut pas savoir. Quoi qu'il en soit, au bout de plusieurs heures de combat, les 2 camps sont bien fatigués et le côté anglo-saxon est plutôt usé par ses mauvais calculs. Les ailes de Harold ont d'ailleurs perdu leurs commandants respectifs en la personne des 2 derniers frères du roi d'Angleterre. En face aussi, il y a de la casse, sachant que les chroniques de l'époque insistent sur le fait que Guillaume a vu périr sous lui au moins 3 chevaux. Les Normands changent alors encore de tactique. C'est par petits contingents d'archers, d'infanterie et de cavalerie qu'ils se rapprochent, serrant l'étau et multipliant les petites attaques et menaces par les flèches. Désormais incapables de contre-attaquer, les Anglo-Saxons sont harcelés et leur zone de contrôle se réduit. Après 17 heures, Harold est tué par une flèche ou un cavalier. La nouvelle se répand immédiatement et ses troupes s'enfuient, poursuivies par les cavaliers normands. La poursuite doit pour autant s'arrêter assez rapidement car des renforts, dont l'origine n'est pas très claire, arrivent et y mettent un terme. Et ensuite, la nuit tombe. Si la victoire est bien là, puisque les Normands tiennent le terrain, que le chef ennemi est mort et que l'armée anglo-saxonne est en déroute, ils sont pas encore triomphants. La bataille, dont on peut difficilement évaluer les pertes réelles, a complètement désorganisé les forces normandes. Elles prennent donc une semaine pour se remettre, tandis que les nobles locaux ne semblent pas avoir envie d'abandonner le combat. Guillaume a donc encore un peu de travail. Le 20 octobre, il reprend la route et s'empare de Douvres, où il stationne à nouveau une semaine. Les Witan ayant rapidement trouvé un nouveau roi, un certain Edgar Atheling qui ne sera jamais couronné, les Normands s'élancent vers Londres, ravageant la campagne et passant la Tamise par le nord au niveau de Wallingford. Ils resserrent leur étau sur la ville dont ils obtiennent la reddition, et Guillaume y fait construire un camp fortifié pour éviter toute révolte. Il est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 et peut désormais entamer la conquête de l'Angleterre contre les nobles qui, au regard de son titre, ne sont plus que des rebelles. La soumission du royaume et de ses élites prendra encore quelques années avec des révoltes qui courent jusqu'en 1070. L'ensemble de notre histoire, de la fin de règne d'Édouard à la bataille d'Hastings, est représenté sur la tapisserie de Bayeux, qui mériterait bien un arrêt-la-guerre. Si d'aventure ça vous intéresse qu'on rentre un peu plus dans le détail de cette pièce assez incroyable, n'hésitez pas à me le signifier, j'irai faire les yeux doux à ceux qui l'exposent, ça vaut vraiment le coup. Je vous signale d'ailleurs qu'ils ont fait un excellent travail de numérisation et que vous pouvez la consulter en très haute définition. Lien en description. Mais nous là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aborder la question de la chevalerie. Si j'ai pris la bataille d'Hastings, c'est parce que, avec la première croisade, elle est considérée comme un des succès clés marquant l'avènement de cette chevalerie. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Le sujet est complexe, produit de nombreux débats, et je suis pas sûr de tout maîtriser. On s'engage sur 8 épisodes parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais dans les faits, ça va poser plus de questions qu'apporter des réponses. Pour pouvoir en parler, on va assumer quelques directions franches, mais gardez bien à l'esprit qu'on pourrait beaucoup plus développer. Parce que ce qui pose problème, c'est pas tant comment les chevaliers combattent, mais plutôt ce qu'ils sont. Donc on va traiter la chevalerie comme un phénomène militaire, mais aussi et surtout social, culturel et idéologique. Si on le fait pas, on va rester piégé dans le sempiternel cavalier lourd chargeant à la lance couchée, ce qui devait pas arriver en situation pratique plus de 2 fois en moyenne dans la vie d'un chevalier. Donc on va essayer d'enrichir cette figure historique aussi et surtout pour que ça ait du sens pour nous aujourd'hui. Car si on retient ces chevaliers, c'est pas pour quelques charges épiques ou des grandes batailles, ils nous ont transmis des choses beaucoup plus profondes. Qui marquent nos imaginaires quand on pense guerre, noblesse, Moyen-Âge et j'en passe. Je vous rappelle, pour un exemple bête, que le premier grade de la Légion d'honneur
ces chevaliers. Et c'est cela qui me paraît essentiel. On va donc pouvoir comparer le discours qu'ils portaient sur eux-mêmes à la réalité des guerres qu'ils menaient. Voir leur diversité, leurs fantasmes, le rôle de l'Église, leur place dans la société, comment cette chevalerie s'est propagée. Pour cela, on se concentrera essentiellement sur les XIIe et XIIIe siècles. Excepté pour aujourd'hui, du coup. Et on ajoutera un épisode d'ouverture sur leur mutation pour voir ce qui se cache derrière l'idée de déclin de la chevalerie. Bref, voilà pour le cadre. Essayons donc maintenant de voir comment on s'est retrouvé à Hastings avec une cavalerie qu'on nomme aujourd'hui chevalerie. Pour ça, on va balayer grossièrement 300 ans et se pencher sur l'époque qui voit émerger la cavalerie lourde, l'Empire carolingien. Au cours du 8e siècle, notamment de Charles Martel à Charlemagne, les Francs étendent leur influence jusqu'à une apogée entre 814 et 840. Cet empire carolingien se constitue des marches à ses marges pour protéger ses frontières et structure une nouvelle administration dans un espace large, ce qu'on n'avait plus vu depuis la disparition de l'Empire romain d'Occident. On parle de renaissance carolingienne aujourd'hui, pour montrer qu'il ne s'est pas rien passé entre le 5e et le 15e siècle. Cette renaissance nous intéresse particulièrement parce qu'elle se fonde sur plusieurs principes pour organiser rapidement ce territoire. Beaucoup de graines essentielles pour comprendre la chevalerie sont semées ici. Déjà, le fonctionnement militaire des Francs est structuré autour du devoir des hommes libres de remplir un service militaire. À l'époque, la société franque était encore séparée entre esclaves et hommes libres. Si évidemment derrière il y avait une hiérarchie entre les hommes libres, ça impliquait des droits et des devoirs envers le souverain. Il n'y a donc pas d'armée permanente, mais plutôt une armée mobilisable, ce qui fait que l'Empire carolingien organise des campagnes militaires. Pour expliquer les choses simplement, parce que ça mériterait qu'on s'y penche explicitement, il y avait 2 cas de mobilisation. D'un côté, en cas de défense, tout le monde doit participer, Et de l'autre, des personnes plus riches, capables de s'armer, devaient venir en armes pour des campagnes extérieures. L'unité de richesse, c'est la manse, en gros une parcelle agricole pouvant nourrir une famille. Sa taille varie selon la région et sert à la fiscalité de l'Empire. Tout propriétaire de 5 manses doit s'armer et répondre à l'appel. Ceux qui ont 12 manses ou plus ont même des obligations de matériel et doivent participer à aider des hommes moins riches à s'équiper. À terme, un système de complétion est mis en place. Si à plusieurs hommes vous arrivez à 5 manses, cet ensemble d'hommes finance l'armement de l'un d'entre eux. Jusqu'à 5 hommes peuvent aider à en faire partir un 6e. On parle d'un système de partants et d'aidants. Avec une telle organisation, l'Empire carolingien semble avoir été capable de mobiliser dans les 100 000 hommes à pied et 35 000 cavaliers lourds. Ces cavaliers étaient forcément les plus gros propriétaires puisqu'il leur fallait au moins entretenir plusieurs chevaux et pouvoir se doter d'une broigne, protection du torse essentielle mais onéreuse. Pour compléter le tableau, il y avait également une amende prévue, l'eribanum, pour tout homme libre ne remplissant pas son devoir militaire. Proportionnel à la richesse, ça permettait de financer les campagnes indirectement. Alors évidemment, les chiffres finaux sont impressionnants, mais il faut bien noter que ce système n'est pas centralisé. Au contraire, il associe la participation de chaque homme à ses possessions terriennes, ce qui permet de mobiliser les forces de tout l'Empire, mais demande d'avoir de quoi contrôler tout ça. Ben oui, on est rapidement dépendant de la bonne volonté des hommes libres. Tant que vos campagnes se passent bien, qu'il y a du pillage à la clé, ça fonctionne à peu près tout seul. Mais bon, parfois, faut aller sonner les cloches. Et pour ça, l'Empire est partiellement décentralisé. Petit à petit, les Carolingiens mettent en place le système de vassalité, mais sous une forme encore administrative. En gros, le roi, notamment à partir de Charlemagne, nomme des comtes, des ducs, des marquis, qui doivent ensuite lui prêter serment de fidélité. Ces derniers obtiennent non pas les terres associées au comté, au duché ou à la marche, mais plutôt une délégation de pouvoir public. C'est déjà une distinction avec les hommes libres lambda. Ces personnes sont entretenues par le roi, ont un pouvoir de contrôle, mais ont aussi des devoirs très stricts. Le tout est soutenu par un ensemble d'administrateurs comme les missi dominici, qui sont parfois d'ailleurs des évêques ou des comtes. Dites-vous bien qu'à ce moment, les Carolingiens font émerger un découpage local du territoire, avec de véritables pouvoirs. Mais ça reste des espèces de préfets. Leur titre est révocable par le roi et pas spécialement héréditaire. D'ailleurs, pour affiner le contrôle territorial, le pouvoir royal pousse les comtes à prendre à leur tour des vassaux. À reproduire la structure produite par le roi dans les espaces dont ils ont la responsabilité. Ainsi, tant que la couronne est forte, que les campagnes offrent des perspectives d'enrichissement, ça tourne assez bien. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose qui va durer.
À partir de 840, ça part complètement en cacahuète. À la mort du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, ses enfants se disputent l'héritage carolingien et arrivent au partage de Verdun en 842, divisant l'empire entre Francie orientale, centrale et occidentale. Comme c'est pas le sujet, je ne développe pas, mais on va résumer grossièrement en disant que les conflits entre et au sein des royaumes francs se multiplient à l'issue du partage. Ça dessine et redessine les frontières jusqu'à Charles III le Gros qui, de 880 à 887, réunit pour la dernière fois l'empire de Charlemagne. À peu près. Quand il meurt, il n'a pas de descendants, ce qui sépare définitivement les francs occidentaux des francs orientaux. Je vous passe les détails des luttes intestines, mais dans l'idée, la dynastie carolingienne s'affaiblit considérablement. Jusqu'à son éviction définitive, d'abord par les Ottoniens à l'est en 936, qui fondent ensuite le Saint-Empire romain en 962, et enfin par les Capétiens à l'ouest en 987. Bref, comprenez que ça fait un bon siècle et demi de convulsions entre 840 et 990, du plus haut échelon du pouvoir franc entre les rois et empereurs. Celui justement sur lequel était appuyé le système de nomination des comptes, de contrôle administratif, de justice ou de levée des armées. Et en attendant, le monde autour d'eux a évolué, et on se retrouve avec un phénomène d'autonomisation des vassaux qui change la nature de leur position. Si avant leur pouvoir leur était délégué, ils s'en emparent de plus en plus de façon privée et imposent une dimension héréditaire à leur titre. Les comtes deviennent détenteurs des pouvoirs d'imposition fiscale, de justice ou de levée d'armée, tout en s'assurant de pouvoir transmettre ces pouvoirs à leur descendance. Bien évidemment, les conflits internes à la dynastie carolingienne n'expliquent pas tout. Il faut aussi souligner que l'absence d'extension et donc d'occasion de pillage a fortement fragilisé le système. De plus, au cours des 9e et 10e siècles, les pressions extérieures se font de plus en plus fortes, mais aussi localisées, notamment avec les musulmans au sud et les vikings au nord. Je vous renvoie à la série qui en parle. On se retrouve donc avec une parcellisation des pouvoirs qui deviennent plus ou moins autonomes, bien qu'entremêlés. Puisque le système des vassaux perdure, mais on va y revenir. Si théoriquement les Carolingiens ont conservé leur pouvoir de lever une armée selon ce système, ils n'en ont plus les moyens, tant du point de vue administratif que de celui de l'autorité. Désormais, l'engagement des forces d'un territoire est conditionné au bon vouloir et surtout aux bons intérêts de la personne qui le gère. Ce qui se réplique à plus petite échelle pour cette même personne avec les échelons inférieurs. On pourrait dire que tout territoire défini par un titre est une principauté, dotée de ses propres moyens militaires et de son propre droit à déclarer la guerre, même si tout cela s'inscrit dans une toile complexe de relations et de serments. Les armées ne sont donc plus des services d'ost appelés par le roi ou l'empereur, mais plutôt des espèces de suites, des clientèles armées dont la loyauté va plus au seigneur qu'au souverain. Je pose des éléments d'évolution, mais promis, on revient à la cavalerie lourde après. Laissez-vous guider, quoi. Cette parcellisation du pouvoir, combinée à diverses incursions, notamment vikings, donne lieu à une multiplication des châteaux à partir de la fin du IXe siècle. Non pas qu'avant il n'y avait aucune fortification, mais le système était plus cohérent, construit en réseau vis-à-vis des frontières. Là, on ne parle plus de lignes ou de systèmes de fortification, mais bien de châteaux servant de centre de contrôle d'un territoire bien plus limité. Enfin château, il faut en premier lieu imaginer les fameuses mottes castrales, toutes faites de bois et de levée de terre. Forcément, les châteaux vont jouer un rôle important dans le renforcement de l'autonomie des seigneurs, mais aussi dans le développement autour d'eux d'une cour propre. On y reviendra. Alors, encore une fois, n'imaginez pas un phénomène totalement incontrôlé. Certes, certains seigneurs font des châteaux dans le dos de leur suzerain, mais ça commence d'abord par une volonté royale de défendre certains espaces contre des incursions limitées. Typiquement, on voit ça en Normandie. Et pour terminer notre grand tableau... Oui, parce que bon, après le système militaire carolingien, son évolution vers ce puzzle de relations vassaux-suzerains et les châteaux, ça s'agirait peut-être un jour de revenir à la cavalerie lourde. Laissez-moi vous parler des transformations du monde agricole, et avec elles, des statuts hommes libres esclaves. Tu vas loin là quand même. C'est pas faux, mais on doit avoir une idée de tous ces mouvements. Les transformations des sociétés ouest-européennes médiévales sont pas simples à imaginer. Et ce, d'autant plus qu'on n'en a pas une vision très nette. Pour vous présenter tout ça dans les grandes lignes, on a, à partir du IXe siècle, un mouvement d'une bonne partie des hommes libres vers l'agriculture. Plutôt que la guerre qui, avec la fin des campagnes extérieures victorieuses, n'offre plus de perspectives d'enrichissement intéressantes.
On a donc une société militaire à double vitesse, avec d'un côté les plus puissants qui continuent à organiser leur autonomie guerrière, et de l'autre ceux qui se tournent vers l'exploitation des terres. Une relation d'interdépendance se crée entre eux, renforcée par les grands domaines qui concentrent richesse et famille, et par le phénomène d'autonomisation qu'on vient de voir. En gros, l'un protège l'autre, l'autre nourrit l'un, sa cour et ses troupes. C'est loin de se faire uniformément, mais globalement, les grands domaines et les seigneurs à leur tête mettent de plus en plus la main sur les terres qu'ils font exploiter par les familles du coin. Si certaines restent indépendantes, il faut tout de même pouvoir être protégé. La relation de service défense-corvée s'installe. Ainsi, les hommes libres se rapprochent globalement du statut des esclaves pour rentrer dans le servage, tandis que les esclaves sont petit à petit affranchis dans les grands domaines pour être associés à la terre et également devenir serfs. Le tout étant saupoudré de familles paysannes indépendantes qui restent intégrées dans le tissu de ce contrôle social mis en place progressivement par un seigneur local. Entre son château, son autonomie vis-à-vis du suzerain, ses pouvoirs de justice, son organisation d'une cour armée, etc., etc. On a donc un milieu agricole qui n'est pas tout simplement binaire avec la relation seigneur-serf, mais avec tout de même des espaces que le seigneur a intérêt à bien organiser. Contrairement à ce qu'on croit, le monde agricole améliore fortement sa productivité à partir du 9e siècle. Petit à petit, et ce jusqu'au 11e siècle, les clercs et seigneurs en charge de tels espaces réorganisent les manses et investissent dans des outils productifs. On a ainsi plein de petites exploitations dépendantes, soutenues par des biens collectifs qui se multiplient, comme les pressoirs ou les moulins à eau qui poussent un peu partout en Europe. Ça fait exploser les rendements en demandant bien moins de bras. Certains parlent d'une révolution énergétique, où la mécanisation a une grande place et permet d'exploiter les forces hydrauliques, éoliennes ou animales. Enfin, parce qu'il faut toujours bien rajouter un petit dernier quelque chose, à partir de Charlemagne, la quantité de monnaie à disposition pour les échanges commerciaux augmente. Je vais pas jouer à l'œuf ou la poule entre l'augmentation des produits agricoles à disposition et la monnaie, mais en gros le commerce se développe, ce qui appuie une nouvelle expansion urbaine. Bon, tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment dans le temps long, entre 800 et 1100. Ça se voit pas nécessairement pour les contemporains, ça s'installe lentement et il y a des reculs locaux ou globaux au gré des événements. Mais vous avez la trame. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil ton histoire, mais nous on était censé parler de l'apparition des chevaliers, et toi tu nous fais une mauvaise histoire des évolutions sociales et économiques post-carolingiennes. J'avoue, j'exagère un peu, mais il est temps de donner une forme à tout ça du point de vue militaire. Au milieu de tous ces phénomènes, parcellisation du pouvoir, vassalité, encastellement, réduction de l'indépendance des hommes libres, utilisation extensive de la monnaie et amélioration des rendements agricoles. On a un mouvement de spécialisation en ce qui regarde la fonction martiale. Puisqu'une bonne partie des hommes libres se sont tournés vers l'agriculture et se sont mis, plus ou moins volontairement, sous la protection d'un seigneur, il faut bien des personnes pour remplir ce rôle de protection. Et à l'inverse, comme les seigneurs s'autonomisent et comptent bien pouvoir protéger cette autonomisation contre les autres seigneurs, il leur faut bien des hommes tournés vers cette fonction. Ainsi, une nouvelle figure apparaît, ou à tout le moins est de plus en plus désigné dans les sources, le miles, dont le pluriel est milites, auquel on ajoute beaucoup de spécifications, mais qui usuellement se dit milites peditesque, ce qui souligne qu'il se bat aussi à pied, autrement dit qu'usuellement il est à cheval. On ne peut pas vraiment dire que ce sont des professionnels de la guerre, mais il est sûr que la guerre et l'ordre public font partie de leurs fonctions. Globalement, on peut faire la différence entre les seigneurs et châtelains, qui peuvent se réclamer de la qualité de milites, et les milites qu'on dit de châteaux. Ces derniers sont entretenus par des détenteurs de châteaux, qui, plus que milites, se vivent surtout comme des seigneurs, des dominus. Ainsi, le mot miles milites, qui à l'origine désignait un simple soldat, souligne désormais la frontière entre des spécialistes de la guerre et ceux qui restent au champ, les rustici. Ainsi, spécialisés, logés, armés, entretenus par un seigneur en échange d'un service de garde d'un château, les milites finissent par former une catégorie à part entière. La séparation n'est pas forcément stricte, mais on aura le temps dans un prochain épisode de parler des multiples variantes des milites. Toujours est-il que, de par leur activité et leur relation de service à un seigneur, les milites vivent, cohabitent avec ces nobles, ce qui participe de leur séparation d'avec le reste de la population. Mais alors, ces milites forment-ils à partir du XIe siècle cette chevalerie que nous cherchons ? Peut-on parler de chevaliers à Hastings ?
C'est là qu'on rentre dans une dispute entre historiens et historiennes que j'ai pas vraiment l'intention de vous présenter ici, mais on va pas pouvoir faire l'économie de quelques concepts. Le problème avec le terme de chevalier, c'est qu'il désigne plusieurs choses. Et selon le sens qu'on prend, on tire pas les mêmes conclusions. Donc tout au long de cette série, on va cohabiter avec 3 choses désignées par la chevalerie. La fonction, le statut social et l'idéologie. La chevalerie-fonction, c'est la plus simple. Et chevalier, celui qui remplit la fonction de chevalier, spécialiste de la guerre, orienté cavalerie lourde. D'ailleurs, si la question de la place des étriers et de la pratique de la lance couchée vous intéresse, je vais vous faire une vidéo encadrée sur la question. Dans cette série, je vous propose d'essayer ce concept, accompagner les vidéos classiques de capsules plus courtes, sur une question limitée pour enrichir la série tout en valorisant des thèmes annexes et faire vivre la chaîne. Bref, reprenons. La chevalerie statut social, c'est ce qui permet aux chevaliers de se caractériser, de se différencier, les amenant ainsi à former un corps, un ensemble. Comment ils se reconnaissent entre eux, s'ils contrôlent qui devient chevalier, par quels moyens et pour quels gains ou avantages sociaux. On préférera d'ailleurs l'idée de statut à celui de classe sociale pour les chevaliers, mais ça viendra dans les épisodes suivants. Enfin, la chevalerie-idéologie, c'est tout l'ensemble de codes, de conceptions qui fondent l'idée d'un esprit chevaleresque, qui déterminent les qualités nécessaires pour être un bon chevalier, indépendamment de la fonction. Et bien tout cela se mêle profondément et évolue tout au long des siècles qui vont nous intéresser. Dans le cas de nos milites, entre les 10e et 12e siècles, on observe que la fonction est centrale dans leur définition. Miles qui a pour fonction de s'occuper de la guerre et de l'ordre public, fonction qu'il ne tient que de l'entretien par un châtelain ou un seigneur. Ainsi, du point de vue de la fonction, la chevalerie apparaîtrait plutôt par le bas, des hommes libres dont la compétence martiale a été remarquée et qui rentrent au service d'un seigneur. D'ailleurs, au début de cette histoire et jusque assez tard, devenir Miles n'est pas nécessairement l'apanage des descendants de Miles. La fonction semble primer. Sauf que, même si devenir Miles a pu être un moyen de monter socialement, on observe surtout que ça n'a pas beaucoup bougé. D'un point de vue statut social, ils ne se reconnaissent pas spécialement. Ils sont dépendants de leur seigneur et ont différentes origines. Dans la majorité des cas, ils maintiennent leur position sociale par leur fonction, pas par leur titre ou leur possession. Au-dessus, en revanche, c'est une autre affaire. Les petits vassaux et autres châtelains se réclament en général de la qualité de milites, tout en étant généraux de milites. Mais seulement pour raffermir leur position, pour souligner leur rôle guerrier. Autrement, ils se dénomment dominus, seigneur quoi. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les plus puissants ne semblent pas trouver utile de se dénommer milites. Ils n'en ont pas besoin pour asseoir leur légitimité qui vient d'ailleurs. Et c'est important à souligner, la fonction militaire leur revient tout autant, voire plus, puisqu'ils ont un pouvoir de commandement. Même si dépendant de leur capacité à tenir leurs vassaux. Mais ce qui compte le plus, c'est leur statut social, le fait qu'ils appartiennent à l'aristocratie. Et au XIe siècle, cette aristocratie descend des aristocraties précédentes, qui se sont plus ou moins mélangées. Aristocratie gallo-romaine, franque et carolingienne. Bref, l'émergence des milites n'a pas changé grand-chose de ce point de vue. C'est, encore une fois, une structuration de suites armées, de cours privés au service d'un pouvoir local qui s'est autonomisé. Donc du point de vue statut social, la chevalerie apparaît plutôt comme une entreprise entre le haut qui a besoin d'une force loyale et le bas qui se met à son service. La mise en scène du serment prêté permet de poser une telle relation de service comme une relation vassalique, ce qui laisse entrevoir un début d'idéologie. Enfin un début. Encore une fois, ça sera plus technique, car l'aristocratie carolingienne n'a pas attendu les milites pour se mettre en scène. On explicitera plus tard, mais en gros, la chevalerie-idéologie, elle est associée à des valeurs. Le courage, les prouesses, l'honneur, la loyauté, et j'en passe. À des objets symboliques. Le cheval, évidemment, l'épée, le blason. À des codes, des symboliques, des rites. On pense tout de suite à l'adoubement, au tournoi. Et chevalier qui s'associe à ces mises en scène, se part de ces objets symboliques, et adopte les valeurs qui font l'identité de la chevalerie. Mais si on regarde l'aristocratie carolingienne, c'était déjà un peu là. On a déjà des armes d'apparat chez les vassaux, les comtes, bref les puissants. Tout un ensemble de valeurs du bon vassal est défini à l'avance à travers la prud'homie qui précède pour beaucoup le code chevaleresque. Je vous parle même pas de la cérémonie de serment vassalique ou de la place du cheval pour montrer sa supériorité sociale. On a même des espèces de tournois, Enfin, en tout cas, des jeux dans lesquels ils mettent en scène leurs capacités combattantes et militaires sans chercher à se blesser ou à se tuer. On pourrait même aller regarder du côté de ce qu'en dit l'Église pour apercevoir des similitudes.
Mais je garde aussi ça pour plus tard. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les chevaliers du XIIe siècle sont finalement similaires à la cavalerie lourde carolingienne de fin 8e, début 9e siècle. D'autant que cette dernière concernait une partie de la population bien plus restreinte et bien plus haute socialement. Elle était alors composée des plus puissants aristocrates, ceux qui avaient le plus de manses. Parce que sinon, s'armer, se doter de chevaux, c'est mort évidemment. Bref, on a déjà autour de 800 une population consciente d'elle-même qui met en avant sa spécificité en combattant à cheval et qui s'impose comme essentielle. Simplement, comme ce sont des proches de Charlemagne, des comtes, des ducs, etc., ils se réclament surtout de leur titre, pas besoin d'insister sur leur rôle militaire. Mais quand on observe que les milites sont au service des descendants de cette aristocratie carolingienne, qu'ils vivent avec eux, partagent leurs activités avec les châteaux, on pourrait plutôt considérer, en tout cas du point de vue de l'idéologie, que la chevalerie serait issue d'une influence des seigneurs et châtelains sur leurs suites armées qui s'approprient leurs valeurs nobiliaires. Donc contrairement à la vision de la chevalerie-fonction, ça serait du haut vers le bas. Alors vous comprendrez que la recherche historique, tout comme moi et maintenant vous d'ailleurs, est bien normal de déterminer quand apparaît la chevalerie. Dans le titre, je vous annonce de cavalier à chevalier, mais vous comprenez maintenant que c'est bien plus compliqué que ça. Certains font apparaître la chevalerie durant la seconde moitié du XIe siècle, notamment lancée par la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant ou par la réussite de la première croisade. D'autres, plus centrés sur la codification chevaleresque quasi juridique, se tournent plutôt vers le XIIe, voire le XIIIe siècle. Tandis qu'à l'opposé, on propose l'idée d'une chevalerie carolingienne qui présagerait la chevalerie qui suit. Armé de tous ces éléments, on peut rejeter un œil sur l'armée normande à Hastings pour voir où la cavalerie présente est ou n'est pas de la chevalerie. Remarque au passage, vous remarquerez que le fonctionnement anglo-saxon avec les Housecarls ou le Fyrd est plutôt d'héritage viking, dans une région qui n'a jamais été sous influence carolingienne. A contrario, la Normandie, bien qu'elle ait été un duché donné à des élites vikings, a bien hérité des structures carolingiennes. Typiquement, l'organisation ducale, la vassalité, le service d'ost. Certes, la Normandie, c'est pas l'Anjou, où les familles aristocratiques sont des descendantes directes de celles qui étaient déjà là à l'époque carolingienne. Mais structurellement, les élites normandes se sont intégrées au fonctionnement de la France capétienne. Bref, pour organiser son armée, Guillaume a à sa disposition plusieurs leviers. Le service d'ost semble exclu, ce dernier s'étant stabilisé autour d'une durée de 40 jours d'affilée. Il faut donc arriver à convaincre que cette campagne est une occasion. Une opportunité de conquête, de gloire, de richesse, donc de quoi attirer de jeunes milites capables de se rendre disponibles. Oui, à l'époque, on n'avait pas encore traduit dans les textes milites par chevalier, ça viendra après. Je vais rester sur milites, mais vous verrez qu'en fait c'est à peu près équivalent les deux termes. Pour les vassaux déjà bien installés, il a bien fallu quelques promesses de terres à distribuer une fois l'Angleterre acquise. On voit là la nécessité, malgré les liens personnels, de distribuer, de s'assurer les soutiens, ce qui était déjà là sous une autre forme à l'époque carolingienne. Ensuite, il a pu profiter d'autres expansions normandes, notamment en Sicile et dans le sud de l'Italie, pour faire jouer du réseau et attirer d'autres volontaires. Et enfin, il a pu faire un appel à travers le Royaume de France et la Bretagne, qui ont constitué des corps de chevaliers à travers leur propre héritage carolingien. Ces derniers sont attirés par les perspectives de gains, certes, mais Guillaume a pu également jouer sur une trésorerie bien remplie pour faire quelques avances. En bref, on voit ici que la structuration parcellisée des forces militaires avec des seigneurs locaux n'empêche pas d'organiser de grandes expéditions. Si évidemment il faut des moyens et de belles promesses pour motiver à y participer, tout cela est rendu possible par une certaine mobilité des milites. Oui, ils ont un seigneur, des devoirs, des stratégies familiales, etc. Mais une fois qu'ils ont leur armement et leurs chevaux, ils sont dotés du capital nécessaire pour se lancer dans des aventures militaires, tant que celles-ci ne vont pas contre leurs devoirs ou les intérêts de leur seigneur. Les milites d'Hastings remplissent donc bien la fonction chevalerie, avec plus ou moins d'incidence d'ailleurs. Mais l'expédition en elle-même montre à quel point la catégorie des milites commence à émerger avec une certaine structure sociale. En quelques mois, avec argent et promesses, Guillaume a mobilisé autour de lui des milites locaux, liés à lui ou non, mais a aussi utilisé des réseaux plus larges, en France et même plus loin. Ces réseaux lui ont permis d'obtenir relativement simplement et rapidement des cavaliers lourds compétents et capables d'opérer ensemble, ce qui n'est pas une mince affaire. Bref, ce n'est pas pour rien qu'on signale souvent Hastings comme un des actes de naissance de la chevalerie.
On pourrait aller plus loin en notant d'un point de vue idéologique que si la cavalerie lourde n'a pas été forcément décisive à Hastings, elle a bien été par la suite, et ce dès la tapisserie de Bayeux, mise en avant comme un élément structurant de la victoire normande. C'est aussi pour ça que je vous propose une série un peu longue avec cet épisode introductif. De fait, les interrogations et problématiques sont nombreuses, et il va nous falloir, dans les épisodes qui vont venir, nous intéresser à la réalité de la guerre au XIIe siècle, ainsi qu'à la forte variabilité de types de militesse qu'on peut rencontrer. Et histoire de rajouter un peu à la difficulté d'y voir clair, notez bien que ce n'est pas parce que des dominus et des milites se spécialisent dans la guerre que le reste de la population n'y prend plus part du tout. Au contraire, il faut bien encore faire du nombre dans les opérations plus importantes. On a donc des levées qui ponctionnent des hommes hors milites. Simplement, pour eux, la situation est temporaire. Et encore, je ne vous parle pas des villes qui développent leurs propres milices urbaines, etc. Le terme milites marque donc au XIe siècle l'existence d'hommes spécialisés dans l'exercice martial, pas l'exclusion totale des autres de la guerre. Et par ailleurs, comme la monnaie s'est bien diffusée et que son emploi s'est normalisé, il existe tout à fait la possibilité de rémunérer des hommes libres contre un service militaire ponctuel. Oserait-on parler de mercenaires ? Je ne vais pas jusque-là, mais vous voyez l'idée. Ainsi, entre la capacité d'un seigneur à mobiliser ses vassaux et leurs suites, à attirer dans sa population un renfort temporaire et ses moyens financiers, il était tout à fait possible d'organiser des opérations conséquentes. Tandis que, par manque d'autorité, de terres peuplées ou de moyens financiers, certains seigneurs, bien que haut placés, avaient les plus grandes difficultés à avoir des armées importantes. Ainsi, on a tout un tas de formes de guerre qui cohabitent au XIe siècle. Des guerres très locales, disputes entre seigneurs ou entre villages. On parle de guerre vicinale, et on a un peu trop tendance à penser que c'était un état permanent. Des guerres internes, entre seigneurs et vassaux, ou portées contre des villes, pour asseoir une autorité, renforcer une autonomie, avec une dimension punitive. Des guerres défensives en cas d'invasion, notamment sur les marges. Et dans ce cas-là, on remarque qu'on mobilise ce qu'on peut comme on peut, tant que ça reste sous le commandement du seigneur. Et des expéditions d'envergure, de grandes campagnes ou de plus grosses armées manœuvrent. Au sein de ces guerres, les milites ont différents rôles à jouer, qui peuvent aller des missions de cavalerie classique au pillage. Voire juste un service de garde de château, comme c'est prévu de base en fait. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas nous laisser abuser par la dimension majeure et décisive des batailles rangées comme Hastings. C'est pas la norme. Aussi, il va nous falloir nous pencher dans le prochain épisode sur ce qui était plus habituel pour la chevalerie. Moins glorieux mais plus fréquent et surtout plus contrôlé, toutes ces guerres mineures entre villages ou entre villes, privées ou non. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.